Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce mardi 13 avril 2010. En Guadeloupe, un exercice de sécurité civile était organisé ce mardi au large de l'îlet du Gosier, dont le scénario prévoit un incendie en mer sur un navire transportant 60 passagers. En Martinique, après la sécheresse, c'est maintenant la pluie qui menace la récolte de canne. Les agriculteurs s'inquiètent de la qualité de la production. En Guyane, la bibliothèque et le musée de Cayenne proposent depuis hier de nouveaux horaires et des animations au public. Il s'agit d'inciter la population à venir découvrir le patrimoine. Le bureau de l'action de l'État en mer en Martinique et la préfecture de Guadeloupe organisaient ce mardi un exercice de secours à naufragés au large de l'îlet du Gosier. Un exercice de sécurité civile grandeur nature baptisé Express 2000, dont le scénario prévoit un incendie en mer sur un navire transportant 60 passagers. L'occasion de tester les procédures de circuit d'information entre terre et mer, et notamment la capacité à médicaliser un nombre important de naufragés. On écoute le préfet de Guadeloupe, Jean Fabre. C'est fondamental, vous savez que pour les exercices de sauvetage, il faut s'entraîner, donc il faut qu'il y ait des exercices de simulation qui soient renouvelés. Je crois qu'il était temps qu'on en fasse un, puisque ça permet quand même de régler les équipes, les coordonner, et puis de voir l'efficacité du plan de secours qu'il faut chaque fois essayer de réactualiser. Hélicoptère, Zodiac, vedette, au total une cinquantaine de personnes mobilisées pour la partie maritime et d'importants moyens déployés à terre pour la prise en charge des naufragés. 3 mois après le séisme qui a frappé la République d'Haïti, le comité technique opérationnel basé au SDIS de Dotémar n'a plus de raison d'être, faute d'appel. En concertation avec l'État, le Conseil général et le Conseil régional, le coordonnateur de la chaîne de solidarité guadeloupéenne ne fonctionne plus depuis maintenant 2 semaines et laisse place à un réajustement plus rationnel de la logistique. La situation d'urgence humanitaire est terminée et les autorités s'attachent désormais à organiser le retour des blessés vers Haïti. Une période de post-crise où les associations telles que la Croix-Rouge et le Secours catholique prennent le relais pour optimiser l'aide quotidienne à la population. Au total, ce sont près de 1000 palettes composées de denrées alimentaires et de matériel qui ont été acheminées vers Haïti grâce aux dons collectés par le comité technique opérationnel dirigé par Alex Falémé. Les planteurs de canne ont avoué leur inquiétude après les épisodes pluvieux de ces derniers jours qui interviennent à la suite d'un carême très sec et qui compromet sérieusement la qualité du graminé. La réalité est que sur les exploitations, les terrains sont boueux et les engins patinent, tandis que les transporteurs patientent avant d'effectuer leur livraison. Une organisation particulièrement compliquée pour ces professionnels qui jonglent pour mener à bien la récolte de la canne, mais ils savent aussi que même si le beau temps revient, sa qualité en sera altérée. En fait, la récolte de canne ne va pas sans une bonne météo, du coup tous regardent avec insistance le ciel et scrutent les nuages qui ont fini de déverser leur pluie, espèrent-ils, car la canne non récoltée repartira en végétation. La nouvelle est loin de faire l'unanimité dans le célèbre quartier des Terre-Saint-Ville à Fort-de-France où le stationnement payant était jusque-là inédit. À compter du mois de juin, le passage aux horodateurs deviendra une réalité pour les automobilistes qui devront tenir compte du nouveau dispositif mis en place par la municipalité. C'est que depuis des années, certains stationnent dans ce quartier des heures durant, alors que leur destination finale se trouvait à plusieurs kilomètres. Ainsi, pour éviter une trop longue occupation des places, la ville de Fort-de-France met une fin à la gratuité. Les habitués bénéficieront tout de même de parkings relais à Dillon, Bellevue et d'une navette payable au prix du véhicule et non à la personne. Les commerçants du quartier qui craignent de ne pas trouver de place à travers cette nouvelle organisation devraient pouvoir disposer d'un parking mis à leur disposition. Saint-Laurent-du-Maroni, la ville frontière côté français, et Albina, sa voisine côté surinamais, ont depuis longtemps échangé via le Maroni. Le Maroni, le plus long fleuve de Guyane avec ses 520 km. Pourtant considéré comme un fleuve non navigable, en réalité c'est une véritable autoroute. Le nombre de traversées est impressionnant, les habitudes sont bien présentes, le transport de personnes et de marchandises est organisé tous les jours. De l'autre côté du fleuve, on est bien loin des règles françaises, voire des tracasseries administratives, car personne ne vous demandera si vous avez votre visa pour pénétrer ou circuler dans Albina. Et cela est ainsi sur toute la vallée du Maroni. Il y a très peu de contrôles dans la rue, mais il est important de savoir qu'un ressortissant étranger risque, s'il est interpellé sans visa, une garde à vue avec comparution immédiate et présentation au parquet. Dans le meilleur des cas, ce sera une reconduite à la frontière.
Mais pour pénétrer sur le territoire surinamais et faire les choses dans les règles, il faut effectuer sa demande de visa auprès du consulat du Suriname. Les formalités sont simples, un passeport en cours de validité, une photo d'identité couleur et 40 € en espèces pour un visa multiple d'une durée de 2 mois ou encore 150 € pour une durée allant jusqu'à 12 mois. Dès aujourd'hui, les horaires du musée et de la bibliothèque départementale ont changé. Le Conseil général veut offrir une meilleure offre aux visiteurs. Désormais ouvert du lundi au samedi, ces deux structures ouvriront leurs portes aussi en nocturne. D'ailleurs, le rendez-vous est déjà pris pour le 30 avril. Durant ces nocturnes, nous proposerons au public des conférences ou des animations un petit peu particulières autour de nouveaux auteurs ou autour d'acquisition de nouveaux objets acquis au musée. Pour Madame Atiko, il faut transmettre au mieux les informations sur notre patrimoine. Le lien entre la bibliothèque et le musée, c'est que ce sont deux services culturels du Conseil général de la Guyane qui sont logés dans le même bâtiment. D'accord ? Donc, on a envie de proposer une offre complémentaire parce que nous avons une vision commune, c'est la vision patrimoniale.